Alors que les Beatles entament le dernier concert de leur carrière, en 1966, de l'autre côté du globe se prépare une guerre. Une guerre qui marqua l'histoire. D'abord car elle alimente un des conflits les plus complexes et virulents du XXe siècle, mais aussi et surtout car elle ne dure pas plus d'une semaine. C'est d'ailleurs le nom qu'on lui a donné, la guerre des 6 jours. Le 24 mai 1967, le soleil se lève comme chaque matin sur le Caire. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose semble différent dans l'atmosphère. Une tension grandissante traverse le Proche-Orient comme un souffle. Peut-être cela a-t-il un rapport avec le blocus du détroit du Tyran par l'Égypte qui a eu lieu la veille. Ce même blocus qui fut considéré comme un casus belli par Israël, qui lança les hostilités de la guerre peu après. Peut-être. Mais alors on pourrait se demander, comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut faire un rapide point sur la création d'Israël. En novembre 1917, pour plusieurs raisons stratégiques, le ministre des Affaires étrangères britannique adresse une lettre à la communauté sioniste. Lettre dans laquelle il déclare « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. » Cette déclaration porte le nom de Déclaration Balfour. À cette époque, la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman et la population était quasiment en intégralité arabe. Cependant, après la défaite des empires centraux et donc de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale, la Palestine de l'époque se retrouve en 1920 sous mandat britannique. Le rêve de toute la communauté sioniste se transforme en espoir. 27 ans plus tard, après une immigration de masse de la communauté juive vers la Palestine, l'ONU se saisit du dossier et établit un plan de partage. Ce plan prévoit la scission du pays en 2 États, un État juif représentant 57% du territoire et un État palestinien représentant 43% du territoire. Ce plan de partage sera soumis au vote des pays membres de l'ONU. Quasiment tous votent pour, sauf les pays arabes. Le 29 novembre 1947, le plan de partage est adopté. Et ce qui pourrait sonner comme une libération pour certains n'est qu'une invasion pour d'autres. Le 14 mai 1948, c'est le dernier jour du mandat britannique. David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël dont il devient le Premier ministre, mais le lendemain, une guerre civile éclate entre les Juifs et Arabes. Depuis ce jour, s'alimente un conflit sans fin qui divise le monde, le conflit israélo-arabe. Aujourd'hui encore, seule une minorité de pays arabes ont reconnu l'État hébreu. Et depuis 1947, on note pas moins de 16 guerres ou grands conflits israélo-arabes, dont la guerre du Kippour, la guerre de Gaza ou encore la guerre des 6 jours. Si on récapitule, on a un État d'Israël créé par les Britanniques et l'ONU, contesté par les pays arabes. La guerre des 6 jours est le 3e gros conflit israélo-arabe, les premiers étant la guerre d'indépendance et la guerre de Suez. Mais alors, qu'est-ce qui a mené précisément à la guerre des 6 jours ? Déjà, les tensions et les conflits existants depuis la formation d'Israël n'ont pas aidé. Les nombreuses attaques de fédayines palestiniens et les contre-attaques israéliennes augmentent les tensions entre les 2 camps. Ensuite, il y a eu le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve qui est partagé entre 4 pays, le Liban, la Syrie, la Jordanie et Israël. Ce fleuve du Jourdain est une source d'eau stratégique et capitale pour le développement de ces pays. En 1959, Israël entame la construction de l'aqueduc national israélien. Cet aqueduc a pour but de transférer l'eau du lac de Tibériade, un lac traversé par ce fameux fleuve du Jourdain, à travers tout le pays d'Israël où les sources d'eau sont moins abondantes. Forcément, les pays arabes n'allaient pas laisser Israël mener ce projet à bout. C'est alors qu'un plan de dérivation est mis en place par la Ligue arabe en 1964. Le but de ce plan est de réduire le débit d'eau s'écoulant vers le lac de Tibériade en dérivant 2 sources d'eau du Jourdain, en Syrie et en Jordanie. Israël, considérant cela comme une atteinte à ses droits, bombarde les travaux de cette dérivation. Si ce plan avait abouti, les capacités de l'aqueduc auraient été réduites de 33%, ce qui aurait grandement diminué le potentiel de développement d'Israël. Ces conflits autour de l'eau ont fortement contribué au lancement de la guerre des 6 jours. Bon, vous l'aurez compris, de nombreuses tensions ont alimenté le conflit israélo-arabe depuis la création d'Israël. En 1967, l'année de la guerre des 6 jours, la Syrie est dirigée par le parti Baas, un parti prônant le panarabisme, un mouvement visant à l'unification des pays arabes. En Égypte, le président Gamal Abdel Nasser prône aussi le panarabisme et le nationalisme arabe. Israël était donc entouré de pays hostiles à son développement. En 1966, l'Égypte et la Syrie signent une alliance militaire qui, en cas de guerre, les engage à se défendre mutuellement.
La tension entre les deux camps était donc déjà très élevée, mais elle atteint son paroxysme en mai 1967, lorsque l'Égypte massa ses troupes dans le Sinaï, près de la frontière israélienne. Le 23 mai 1967, le pays réalise un blocus sur le détroit de Tiran pour tous les navires israéliens. Israël considéra cela comme un casus belli. Maintenant, c'était sûr, dans les deux camps, une guerre se préparait. Le 28 mai d'ailleurs, Nasser annonça publiquement qu'une attaque se préparait sur Israël. Le roi jordanien Hussein était réticent à rejoindre le conflit, mais son peuple partisan de la cause et l'insistance syro-égyptienne le poussa à prendre sa décision. Nasser augmenta sa mobilisation dans le Sinaï pour faire pression sur Israël, et le blocus du détroit fragilisait de plus en plus l'économie du pays. Israël tenta de régler le blocus par voie diplomatique. Ce fut un échec. Alors que Nasser pensait qu'Israël n'attaquerait pas en premier, et après l'annulation d'une première attaque syro-égyptienne, suite à la pression de l'URSS, c'est finalement les Israéliens qui lanceront les hostilités le 5 juin 1967. Chapitre 2, le déroulé de la guerre. Jour 1. L'Égypte disposait à cette époque d'une grande force aérienne, entretenue par l'URSS qui soutenait le pays. L'armée égyptienne représentait par ailleurs la plus grosse armée de la coalition arabe. Le 5 juin 1967, à 7h45, heure de Jérusalem, l'opération Focus est lancée. L'aviation israélienne survole la mer Méditerranée à basse altitude. Une première vague d'attaque neutralise 11 bases détruisant les pistes et les avions égyptiens. En 7 minutes et 30 secondes chrono, les avions israéliens étaient ravitaillés et réarmés, permettant une autre vague d'attaque. Avec ce système de vagues et cette organisation à la minute près, les Égyptiens n'avaient que 3 minutes de répit entre les attaques d'avions israéliens. Les premières contre-attaques égyptiennes commencèrent à 9h seulement, avec 20 MiG. Contre-attaque qui ne fut guère efficace, puisque les MiG ne pouvaient pas se ravitailler, étant donné que toutes les bases égyptiennes à proximité des combats étaient détruites. À 11h30, 250 avions égyptiens étaient détruits, contre 19 pour Israël et seulement 3 avions israéliens détruits par les Égyptiens. Les autres étant hors d'état suite à des problèmes techniques. En l'espace de quelques heures, Israël avait gagné la suprématie aérienne qui lui conféra un avantage considérable pour la suite du conflit. Suite à cette attaque aérienne de grande ampleur, Nasser adopta une position offensive qui permettrait d'envahir Israël au lieu de choisir une position défensive pour protéger le Sinaï. Nouvelle erreur, puisque l'armée égyptienne ne permettait pas ce déploiement vers Israël. Elle était mal dirigée et n'était pas habituée à ces zones de combat. De plus, cette position stratégique obligea les forces égyptiennes à se masser en première ligne sans avoir de position reculée. Israël réussit à trouver une faille et percer les lignes égyptiennes. Une fois cela fait, le Sinaï était perdu, l'Égypte était en déroute. Le premier jour à 20h, Israël était enfoncé à plusieurs dizaines de kilomètres dans le Sinaï. Le 4e jour du conflit à 12h, Israël menaça le Caire. Nasser demanda à 20h un cessez-le-feu. Le 8 juin 1967 à 20h, l'Égypte avait perdu. Le grand Nasser, symbole de l'unité arabe, était vaincu. Revenons un petit peu en arrière. Une fois qu'Israël eut l'avantage sur la plus grosse armée de la coalition, ils rappelèrent leurs réserves pour aller soutenir les combats en Jordanie. Encore une fois, la suprématie aérienne israélienne ne permit pas à la petite armée jordanienne de porter un coup fort. C'est d'ailleurs entre la Jordanie et Israël qu'eut lieu l'une des plus féroces batailles de cette guerre. La bataille d'Ammunition Hill, une base fortifiée jordanienne qui donna du fil à retordre aux Israéliens. Le 2e jour à 23h, les Israéliens déplacèrent une partie de leurs armées en Cisjordanie, ce qui leur permit de percer les positions du roi Hussein au-delà du Jourdain. Le 3e jour à 20h, la Jordanie demande et signe un cessez-le-feu. Le roi Hussein a perdu, trahi par la propagande égyptienne. En effet, le soir du premier jour, les médias égyptiens préfèrent cacher leur défaite et annoncent de grandes victoires pour l'Égypte. La Syrie et la Jordanie ne s'attendaient donc pas à autant de résistance en face. Le 5e jour de la guerre à 12h, Israël commence l'invasion du plateau du Golan, une zone très stratégique en Syrie. Le 6e jour à 8h, les Syriens pensent un contournement d'Israël par les plaines du Liban et une attaque sur Damas. Ils replient leurs forces pour défendre la capitale. Le 6e jour à 12h, Israël contrôle le Golan. Les USA et l'URSS imposent aux deux nations un cessez-le-feu. C'est une victoire totale pour Israël. Le pays a largement étendu ses frontières après cette guerre. Elle occupait le Sinaï, la Cisjordanie, ainsi que le Golan, qui lui permit d'avoir pour la première fois des zones de tampon autour de son pays.
La guerre ne résoudra pas le conflit pour autant. Au contraire, la résolution de Khartoum adoptée par les pays arabes en septembre 1967 indiquait la ligne de conduite à tenir avec Israël, avec notamment les 3 fameux non. 1. Pas de paix avec Israël. 2. Pas de reconnaissance d'Israël. 3. Pas de négociation avec Israël. Bref, ce conflit marqua l'histoire d'Israël, du Moyen-Orient et plus généralement du monde.